Merci à ceux qui sont restés et à ceux qui sont sur la scène pour en parler. C'est un sujet a priori très vaste, le sport pour le développement et la paix. On va voir ce qu'on peut en faire. Mais moi, ce qui me semblait important de dire en préalable, c'est que je pense que Paris et la France ont une occasion assez extraordinaire d'organiser les Jeux à un moment où justement la société est mûre pour demander autre chose que simplement des Jeux. C'est-à-dire qu'ils seront une réussite en fonction de ce qu'il en restera. Et je pense que cet héritage, c'est ce dont on va parler maintenant, il se prépare dès maintenant, vous avez commencé à le préparer. Je pense que pendant des décennies, les instances internationales ont parfois laissé un peu à l'abandon les athlètes là-dessus, et qu'aujourd'hui elles en ont pris vraiment conscience. Qu'il y a une équipe des réfugiés aux Jeux Olympiques. On a parlé ce matin de la Corée, qui est un exemple extraordinaire de ce qui peut être fait en matière de paix grâce aux Jeux Olympiques. Donc on va voir comment ça s'applique à la France. Je vais commencer par vous demander à chacun d'entre vous de dire un peu en fonction de ce que vous faites les uns et les autres, de vos fonctions, comment vous vous inscrivez dans cette démarche-là. Je vais commencer par le premier, il n'y a pas d'ordre, hein. Julien Dolbois pour la mairie de Paris. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir invité la ville à ce forum. Effectivement, oui, on m'entend. Je vous remercie effectivement d'avoir invité la ville à ce forum. Pour ma part, effectivement, cette question de l'héritage a été un des principaux moteurs de la ville dans son engagement dans la candidature des Jeux. Je voudrais dire que dès le départ, en fait, on a pris ce sujet à bras-le-corps, puisque on a, pendant la candidature, et c'était une chose un peu inédite, mis en place un programme d'accompagnement dès la candidature pour avoir dès cette phase un héritage et mettre en place des premières mesures pour laisser une image et des Jeux positive pour le territoire et ses habitants. C'est un sujet qui est vaste, puisqu'on a décidé évidemment d'investir un peu l'ensemble des champs des politiques publiques de la ville de Paris dans le cadre de ce programme d'accompagnement en phase de candidature. Et aujourd'hui, dans la construction de notre programme héritage, que nous avons démarré l'année dernière en 2018, en mars 2018, où nous avons lancé une grande concertation de nos corps intermédiaires sur l'ensemble de nos sujets. On a organisé plus de 70 réunions, rencontré à peu près 3000 personnes pour construire un programme qui est actuellement en cours de finalisation, avec lequel on travaille évidemment avec le COJO et avec l'État dans le cadre de la stratégie de Paris 2024 qui a vocation à coordonner et à faire rencontrer un peu chaque acteur et à mettre en valeur les points de convergence des programmes d'héritage de chaque partie prenante. Nous, on a évidemment différents objectifs. Le premier objectif est de se servir des Jeux comme un accélérateur de la transition écologique. C'est un parti pris évidemment fort de la ville depuis plusieurs années. On est convaincu que les Jeux, de par son dimensionnement, a la capacité de faire accélérer un certain nombre de solutions. Les engagements qui ont été pris en candidature pour l'organisation des Jeux sont extrêmement forts, que ce soit en impact carbone, dans la gestion des déchets, dans l'alimentation et l'approvisionnement. Et tout ça, ce sont des objectifs... Les transports. Et les transports. Et des transports, évidemment, qui sont évidemment des objectifs très importants. 2024, à l'échelle de ces objectifs, ça peut paraître loin, mais c'est en fait extrêmement court. Ça va demander beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Et la ville mise évidemment beaucoup sur le travail qu'on va mettre en commun et qu'on a commencé à mettre en commun avec le COJO pour accélérer un certain nombre de solutions. Sur ces sujets-là. On est évidemment sur une deuxième partie sur les retombées économiques des Jeux. C'est un peu l'actualité de la semaine, puisque hier, le COJO a dévoilé ce qu'on appelle la cartographie des emplois. 2018 a été une année aussi assez fondatrice sur la question de l'emploi et des retombées économiques, avec des engagements très forts en termes d'insertion.
avec un objectif de 10% d'heures travaillées pour les publics éloignés de l'emploi. Et aujourd'hui, on met les outils en place pour permettre de réaliser ces objectifs. La ville, notamment avec la Seine-Saint-Denis et le territoire de pleine commune, met en place un programme de formation à destination des jeunes. Un programme de formation qui a eu l'honneur d'être récompensé par l'État hier dans le cadre d'un appel à projet, et donc qui sera cofinancé par l'État. Et tout ça, voilà, ce sont des briques qu'on met en place au cours de cette année. Évidemment, j'oublie pas. Oui, je passe là. On y reviendra. Thierry Ray. Bonjour. La seule personne qui n'est pas présentée ici. Ah si, quand même, ça parle. Pour le COJO, qu'est-ce que vous pouvez nous dire où en sont, enfin, quels sont les grands objectifs que vous êtes fixés en matière de développement et comment vous y travaillez d'ores et déjà? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Au nom du COJO, je vous remercie de votre invitation, au nom de Tony Estanguet et de toute l'équipe, parce qu'on commence à être nombreux. On était 50 dans la phase de candidature, on était 10 au moment de la création du COJO. On est un peu plus d'une centaine aujourd'hui, nous serons 4000 au moment de Paris 2024, enfin de la réalisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. En préambule, je voudrais dire que Paris 2024, donc le COJO, il vaut mieux dire d'ailleurs Paris 2024, c'est un peu moins rébarbatif et un peu plus sémillant. On s'est donné 3 objectifs importants pour répondre à la thématique du développement et de manière un peu indirecte à, évidemment pas la paix au premier degré, c'est impossible, mais comment contribuer à comment les jeux et l'outil des jeux et cette appellation Paris 2024 et ces 50 championnats du monde au même moment peuvent nous permettre de travailler sur certaines thématiques. Donc on s'est fixé 3 grands objectifs. C'est d'abord réussir, notre objet du COJO, c'est de réussir l'organisation des Jeux. Quand vous avez 206 nations qui arrivent chez vous, comment vous les accueillez, comment vous leur montrez le meilleur de la France, comment vous rayonnez, comment vous êtes en capacité de faire vivre à ces 10 500 athlètes et ces 15 000 représentants sportifs qui représentent leur nation, comment vous pouvez leur faire vivre des Jeux extraordinaires, dans un nouveau modèle, avec une compacité des sites. Donc tout ça, ça se réfléchit, mais c'est aussi une manière de vivre ensemble et de composer une nouvelle offre sportive et une nouvelle offre finalement de vivre ce moment d'émotion ensemble. Après les athlètes et la famille olympique, il y a aussi, et c'est très important, la manière dont on va manager et offrir la célébration. Comment les publics vont pouvoir vivre les Jeux, que ce soit à Paris, que ce soit en Île-de-France, mais également en France et à l'international. Alors on va le vivre peut-être en spectateur, on va le vivre aussi en participant, et on a d'ailleurs donné une nouvelle dimension en ouvrant un champ où les gens vont pouvoir faire leurs Jeux Olympiques. Il y a des compétitions, notamment le marathon, et on réfléchit à d'autres disciplines où les gens pourront participer aux Jeux. Donc ça donne déjà une nouvelle approche de comment on vit les Jeux Olympiques. Et puis, la troisième dimension, c'est quand on a les Jeux, quand on nous donne les Jeux le 13 septembre 2017, c'est comment on profite de ces 6 ans jusqu'en 2024 pour ne pas être qu'un seul organisateur, mais au contraire, et on est tous ici présents avec l'amour du sport au cœur, comment on fait pour profiter de cette thématique, pour porter des sujets et essayer d'être plus présent au cœur de notre société grâce au sport. Alors on connaît les valeurs du sport, on connaît les valeurs de l'olympisme, et nous on travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut proposer de manière tout à fait accessible en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de vivre ensemble, en termes de progression du monde associatif, et c'est notre objectif. Donc on a des directions qui sont appelées à développer des programmes qui seront offerts au territoire pour que d'une manière ou d'une autre, les Françaises et les Français, les jeunes et les moins jeunes puissent participer aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. C'est notre ambition que de ne pas être seulement une organisation de compétition, mais bien profiter de cette grande thématique qu'est le sport et que sont les Jeux Olympiques pour qu'on
on fasse rayonner ce sport en France. Sébastien Ramonel pour le ministère des Sports et de la Jeunesse. C'est pas anodin à l'éducation en nationale l'occurrence. maintenant. Mais bon, le sport et la jeunesse, ça va quand même encore largement ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour l'État, comme pour la ville de Paris et Paris 2024, la thématique de l'héritage, elle est extrêmement importante. Il faut peut-être d'ailleurs commencer par essayer de la définir. L'héritage, c'est tout ce que nous laisserons durablement. L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important que ça de parler d'héritage et d'en parler dès à présent? C'est parce que des Jeux réussis, à mon avis, ce sont trois choses. C'est d'abord une logistique irréprochable pour les spectateurs comme pour les athlètes au moment où se dérouleront la quinzaine de compétitions olympiques et la quinzaine, ou un tout petit peu moins, de compétitions paralympiques. Ça, c'est la première chose, c'est une évidence. La deuxième, qui est très importante aussi pour nous Français, c'est d'avoir des athlètes performants aux Jeux. Et ça sera un des rôles évidemment du ministère et demain de l'agence qui va être créée à cet effet. Mais la troisième chose, c'est justement de ne pas laisser penser à la population que l'héritage des Jeux, ça ne va être que des bons résultats sportifs dans les compétitions et une logistique qui aura été impeccable. C'est même pas seulement non plus des infrastructures sportives notamment, mais aussi de transport qui auront pu être mises en place à l'occasion des Jeux et qui laisseront un héritage matériel. Là où on insiste de manière importante, c'est sur justement l'héritage immatériel, c'est-à-dire finalement l'ensemble des politiques publiques en faveur du développement du sport qui auront pu être générés dans cet élan extraordinaire dont nous devons profiter parce que c'est une occasion unique d'organiser les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors comment est-ce que l'État s'est organisé pour répondre à ce défi? Eh bien, en réalisant très rapidement que pour pouvoir embarquer tous les territoires, toute la population française autour de cet enthousiasme qui doit nous fédérer par rapport à cette échéance de 2024, eh bien, il faut très vite que le ministère des Sports soit capable de sortir de son seul champ de compétences et aille convaincre ses partenaires ministériels de l'Éducation nationale, du ministère du Travail, du ministère de la Culture même, et même de beaucoup d'autres, sans parler bien sûr de l'intérieur au titre de la sécurité, de l'économie et des finances oui. Au titre du budget, et de la transition écologique bien entendu, parce que c'est un des marqueurs de Paris 2024. Il faut convaincre tous ces ministères de participer à cet effort, de muscler avec eux nos politiques publiques, et ensuite de mettre en place ce programme dans les 5 années qui viennent, parce que l'héritage, vous l'avez dit, et bien entendu, c'est important de le souligner, ça commence maintenant. Concrètement, est-ce qu'on peut donner quelques exemples, par exemple, mais très 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 précis pour le coup, sans s'étendre et sans chercher à être exhaustif, des exemples très concrets que vous auriez déjà mis en œuvre les uns et les autres? Par exemple, Thierry, qu'est-ce que le COJO a déjà mis en place pour que ce succès soit au-delà des Jeux? Parce qu'on ne va pas aujourd'hui se concentrer sur les Jeux eux-mêmes, mais sur ce qu'ils pourront apporter et ce qu'il en restera, ce qui sera justement ce qu'on appelle l'héritage, quoi. Alors, de manière concrète, il y a eu des choses, il y a eu des programmes qui sont déjà lancés, et je pense à la semaine de l'Olympisme à l'école. On est à la 3e édition, où il y a des programmes spécifiques qui ont été offerts, qui sont accessibles à tous les directeurs d'école qui veulent s'en saisir, à toutes les classes, du primaire jusqu'en terminale, pour pouvoir partager les valeurs olympiques avec les écoliers, avec les collégiens, avec les lycéens. Donc ça, c'est un programme qui existe depuis 3 ans, qui s'est tenu la première semaine de février, et qui s'améliorera d'année en année, parce que nous allons quand même remarquer que nous ne sommes pas encore dans notre Olympiade. Nous serons dans notre Olympiade après Tokyo, et comme je vous l'ai dit, notre équipe est en train de phosphorer pour proposer les bons programmes. Alors, il y a des programmes qui existent déjà et qui sont, j'allais dire, la marque du CIO. Quand on a le programme des volontaires et qu'on a besoin de 70 000 personnes, entre 50 et 70 000 personnes pour organiser les Jeux, c'est comment on organise l'offre pour que les gens aient envie de faire les Jeux avec vous. D'adhérer et de participer aux Jeux à leur manière. Alors ça veut dire qu'on est en train de réfléchir à
des formations pour que les gens puissent, les jeunes notamment, puissent participer aux Jeux et qu'au sortir de leur expérience de volontaire, leur participation soit certifiante. Donc ça veut dire que ce n'est pas un coup comme ça, on est volontaire puis on rentre chez soi. C'est-à-dire qu'on est formé pendant quelques mois, on obtient des aptitudes, et que ce soit sur l'accueil, sur la sécurité, sur les transports, sur toute une catégorie de métiers, on est capable de montrer ce qu'on sait faire et après de revendiquer cette expérience qui sera valorisante auprès des entreprises françaises. Ça, c'est une première chose, par exemple. C'est un bon exemple. Au titre de la ville de Paris, parce que c'est le Grand Paris, c'est pas seulement Paris, les Jeux Olympiques, et par exemple, beaucoup d'épreuves auront lieu en Seine-Saint-Denis, il y a des déséquilibres, on va dire, sur les territoires de l'Île-de-France en termes de pratique du sport, d'accès, etc. Moi, j'ai vu concrètement ce qu'à Londres a pu donner le développement de l'Est londonien, du quartier de Stratford, qui était dans un sale état vraiment avant les Jeux. Donc, pour le coup, ça en a été une réussite. Alors, vous sortez de votre champ de compétences de la ville de Paris, mais sur le Grand Paris, c'est assez essentiel que justement cette ville devienne multiple. De toute manière, le parti pris de la candidature et du concept de Paris, puisqu'on dit Paris 2024, mais en vrai c'est Paris Seine-Saint-Denis 2024 en vrai, a été depuis le départ un élément fondateur du projet. Moi je vais rentrer par des exemples pour vous montrer comment on souhaite justement collaborer Paris et la Seine-Saint-Denis. En phase de candidature, on a pris donc des engagements et des premières mesures. Je vais en citer 3 pour faire le lien avec la Seine-Saint-Denis. La première, c'est qu'on a voulu créer un maillage d'équipements sportifs dans la ville de Paris, d'installations sportives en accès libre gratuitement, avec un objectif de dire chaque Parisien a moins de 5 minutes à pied d'un équipement sportif en accès libre. Ça, on est en train de le mettre en place. D'ici 2020, on aura créé 27 infrastructures. Et ça, c'est un sujet qu'on va aujourd'hui porter dans une convention de coopération avec la Seine-Saint-Denis pour dupliquer ce qu'on fait à l'échelle de la ville de Paris sur les territoires de la Seine-Saint-Denis. Le deuxième projet un peu très emblématique, c'est évidemment la baignade dans la Seine, qui a illustré l'héritage pendant la candidature des Jeux, qui est à la fois un élément structurant de l'organisation des Jeux, puisque des épreuves s'y dérouleront, et qui est... Oui, c'est pas seulement symbolique. C'est pas que il y aura des sportifs de très haut niveau dans la Seine. Il y aura des sportifs de très haut niveau, et ce qu'on espère, c'est qu'ensuite, il y ait des habitants dans la Seine. Ce sujet est un sujet pas que de loisirs et de baignade et de sportifs, c'est un sujet avant tout environnemental, puisqu'il s'agit de dépolluer la Seine. Ce sujet est évidemment partagé également avec la Seine-Saint-Denis, avec le Val-de-Marne, avec d'autres collectivités, puisque aujourd'hui 17 sites de baignade en Île-de-France ont été identifiés et qui sont en tout cas éligibles pour étudier une faisabilité de l'ouverture de baignade en Seine et en Marne. Et vous parliez d'un troisième exemple ? Et un troisième exemple qu'on a mis en place pendant la phase de candidature également, c'est un rapprochement entre les conseils parisiens de la jeunesse, qui sont des instances de démocratie participative, entre les conseils parisiens de la jeunesse de Paris et de la Seine-Saint-Denis, où on a fait se rencontrer les jeunes de nos 2 collectivités. Et ces jeunes ont travaillé, ont formalisé un document avec des propositions pour participer à l'événement. Et ça, c'est aussi... au-delà des barrières physiques qui peuvent exister entre nos territoires, il y a aussi des barrières mentales, des barrières culturelles qu'on essaie de faire lever en rapprochant directement nos habitants. Et donc tout ça, c'est un moteur qu'on a fait démarrer en phase de candidature, et aujourd'hui, donc, on écrit avec nos partenaires de la Seine-Saint-Denis une convention sur différentes thématiques pour avoir des objectifs communs et une approche commune, mais également mener vraiment des politiques communes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement faire chacun sur son territoire, c'est vraiment intégrer les politiques publiques des 2 côtés. Ça va être un test grandeur nature pour le Grand Paris naissant. Sébastien Ramonel, on dit souvent que la France n'est pas un pays très sportif. On compare par exemple l'activité sportive à l'école ou au collège, etc., avec nos voisins allemands et compagnie. Mettre la France en mouvement, etc., je pense que c'est un enjeu aussi très important pour votre ministère.
Ça passe par des discussions avec d'autres ministères, vous l'avez déjà dit, mais est-ce que concrètement, vous voyez déjà, vous avez fixé des objectifs, je ne sais pas, en termes de pratique, etc. Dites-nous un peu ça concrètement. Alors comme vous dites, l'enjeu de mettre la France au sport ou de faire de la France une véritable nation sportive, c'est tout le défi du programme d'héritage que nous élaborons en ce moment. Il sera finalisé au mois de juin, donc je vais vous donner simplement quelques pistes de réflexion pour parvenir à cet objectif qui est vraiment celui que vous avez formulé. Alors, il faut déjà peut-être commencer par mettre davantage au sport les publics qui en sont le plus éloignés. Donc on pense par exemple aux personnes en situation de handicap, aux seniors. Et alors pour ces types de publics par exemple, eh bien on se dit que mettre le sport au cœur du projet de vie de ces publics, c'est important à travers par exemple l'obligation d'avoir un éducateur sportif dans tous les établissements sociaux, médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou dans tous les EHPAD. Voilà une mesure concrète. Avec les publics scolaires, comme vous le disiez tout à l'heure, ou du moins en utilisant les infrastructures sportives scolaires, là il y a moyen également de progresser parce que ces infrastructures sont sous-utilisées hors temps scolaire. Le soir, le week-end, pendant les petites vacances. Elles pourraient profiter à des clubs. Donc à nous d'aller convaincre les chefs d'établissement, les proviseurs. Il n'y a d'ailleurs pas d'obstacle juridique aujourd'hui pour le faire, mais en tout cas de permettre l'activité sportive grâce à ce patrimoine sportif qui est sous-utilisé. Autre exemple qu'on peut donner avec d'autres ministères, puisque j'indiquais que ça doit vraiment embarquer tout le gouvernement. En matière de culture, par exemple, on s'aperçoit que, je parle sous le contrôle de Thierry, mais les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça va être de l'ordre de 12 millions de billets vendus. Donc voire 13. Bon, soyez optimistes, Thierry. Eh bien, ça va quand même générer des flux touristiques très importants en Ile-de-France. Ces gens-là qui auront un billet pour une seule épreuve et qui vont venir de loin, par exemple, l'intérêt, c'est de les fidéliser quelques jours dans notre pays et de leur proposer une offre culturelle à coût réduit, par exemple, sur présentation du billet d'accès aux infrastructures olympiques. Là, on a probablement un gisement à exploiter et on en discute avec le ministère de la Culture. Je donne un dernier exemple, parce qu'on pourrait les multiplier, mais je vais me limiter. En matière d'exemplarité environnementale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un objectif qu'on partage complètement avec Paris 2024 et avec la ville de Paris. On a conçu une charte d'engagement éco-responsable pour les organisateurs de grands événements sportifs en France. Et vous voyez, quand on dit grands événements sportifs en France, ça commence maintenant, on n'attend pas 2024. Et on a déjà beaucoup de signatures, et donc ça veut dire que sport et développement durable, finalement, font bon ménage. Thierry, justement, c'est pas seulement les Jeux de Paris, on a dit c'est Grand Paris, mais c'est même au-delà. Il y aura des épreuves à Marseille, ça va supposer des déplacements. On sait que les déplacements sont source d'empreinte carbone important, par exemple. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça pour privilégier le train? J'imagine j'espère qu'il y a des gens qui réfléchissent à tout ça au COJO. Je voulais revenir une seconde sur les deux poumons sur lesquels on va organiser les Jeux. Évidemment, Paris, ce qui va être formidable avec organiser des compétitions dans Paris, c'est que ça va magnifier les épreuves olympiques. Quand vous aurez le tir à l'arc aux Invalides ou l'escrime, je vois M. Oprendek, mon ami, qui est au Grand Palais. Vous aurez des compétitions, on gardera le Grand Palais éphémère qui accueillera le judo, la lutte. Quand vous aurez les arrivées, les départs des courses au pied de la Tour Eiffel, enfin voilà. Y compris parfois pour des sports qui ont peu de fenêtres médiatiques qui là seront magnifiés. Ouais. Donc le patrimoine parisien va se mettre au service des Jeux, au service de l'image olympique et ça va être vraiment un spectacle incroyable. Et il y a d'autres projets encore qui sont dans les têtes. Mais il y a aussi le projet à quoi peuvent servir les Jeux. Et quand on parle de développement, les Jeux ils vont se mettre au service des territoires, et notamment du 93. La Seine-Saint-Denis, c'est un département qui était assez décrié, qui est un des départements les plus pauvres de France. Et on sait qu'on a besoin de logements en Ile-de-France. Donc nous, on ne va pas réinventer la roue, On accompagne les programmes. Et le fait qu'il y ait les Jeux olympiques et paralympiques en France, ça fait qu'il y a un village de 3500 logements qui va naître en Seine-Saint-Denis, mais tourné sur le must de ce qui se fera en logement de 2024. Par exemple, aujourd'hui, il y a des logements qui sont construits en bois. On travaille pour faire en sorte que la manière dont
on construit les nouveaux logements, ce soit vertueux et ça aille sur les thématiques du développement durable. Sur le centre aquatique, aujourd'hui en Ile-de-France, on n'a pas de centre aquatique digne de ce nom. Quand on veut faire un championnat de France, on va à Dunkerque, on va à Chartres. Et le centre aquatique, il sera dans le 93. Il sera en Seine-Saint-Denis, il sera laissé en héritage à la population qui en a bien besoin, parce qu'il faut savoir qu'il y a moins d'un enfant de 10 ans, 50% des enfants de 10 ans qui ne savent pas nager en Seine-Saint-Denis. Donc au-delà du centre aquatique, on va aussi rénover 8 piscines dans le département qui serviront, après les Jeux, à l'héritage pour la population. Donc c'est une manière double de laisser un héritage matériel et de laisser un héritage immatériel. Oui, juste alors, très bien. La précision est judicieuse. Sur les déplacements, parce qu'on sait que plus les sites sont éclatés, plus ils nécessitent de déplacements. Sur le Grand Paris, avec le système des transports en commun, ça devrait être pas mal, mais quand on va à Marseille, par exemple, ça devient tout de suite plus compliqué, où il y aura les épreuves de voile, peut-être de surf. Le surf, on ne sait pas encore où ce sera, mais à plus forte raison, si jamais le surf se déroulait dans le Pays Basque ou dans les Landes, comment vous réfléchissez à cette problématique-là ? Alors déjà, ce qui est important, c'est vous savez, les Jeux, c'est le principe de mettre 50 compétitions au même endroit, 50 championnats du monde au même endroit. Donc, on a essayé de faire un projet où il y a de la compacité et on n'est pas responsable, j'allais dire, on ne peut pas être responsable du développement de la Société du Grand Paris et de savoir si la ligne 17 ou 15 ou 16 sera ouverte. Ce qu'on peut faire, c'est accélérer les projets et respecter la parole de la France. On a gagné en présentant ce projet. Donc aujourd'hui, on travaille main dans la main avec les services du Premier ministre pour faire en sorte de tenir les délais. Et que déjà, tout ce qui se passera en Île-de-France, chaque spectateur, lorsqu'il se déplacera, émettra 0 empreinte carbone. Ce soit des bus à hydrogène, soit des bus électriques, soit des transports en commun qui n'émettront pas. Donc ça, après, il y a aussi la manière dont on vit la compétition. Quand vous avez 13 millions de billets à vendre et que vous allez tous les jours dans un stade, comment vous mangez, comment vous vous comportez, au-delà du déplacement. Il y a tous ces aspects très importants de déjà réussir ça. Après, on ne va pas revenir à la charrette ni au cheval pour se déplacer. On sait qu'il y a des critiques en ce moment assez exacerbées sur le déplacement en avion. Mais on a la chance en France d'avoir un réseau autoroutier qui est formidable. On a la chance d'avoir un réseau SNCF, notamment évidemment avec le TGV, qui assure toutes ces lignes. Et aujourd'hui, Paris est à moins de 3h30, au plus à Marseille. Il y a Nice qui accueillera du football, donc c'est 5 heures. On ne se passera pas d'avion. Et les équipes étrangères viendront bien sûr en France en avion, je vous le confirme. Mais ça fait longtemps qu'elles ne sont plus venues en bateau depuis les États-Unis. Voilà. Mais d'ici 2024, on n'est pas à l'abri d'avoir des technologies qui seront appliquées, notamment autonomes, sur la manière dont on peut vivre ces grandes compétitions. Juste avant de laisser la parole, si vous avez des questions. Peut-être juste sur la question de l'impact carbone, il y a aussi la logique de la compensation carbone. C'est-à-dire que les déplacements qui génèrent de l'empreinte carbone auront vocation à être compensés. Donc, suivant des dispositifs et des mécanismes que je ne me risquerai pas à vous détailler ici parce que je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas je sais qu'au COJO, notamment avec Georgina Grenon, la directrice de l'excellence environnementale, les groupes de travail ont commencé, ça travaille avec la ville, avec l'État sur ces sujets. Et donc c'est aussi ça important de dire, c'est que je pense qu'il y aura forcément un événement de cette ampleur, il génère de l'empreinte carbone, mais il y a des mécanismes de compensation. Je profite quand même du fait, Thierry, que tu as connu pas mal de Jeux Olympiques, y compris en tant qu'acteur, puisque tu as été champion olympique en 1980, année de boycott d'ailleurs, donc, comme quoi les temps peuvent changer. Mais justement, qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences-là, des choses qui te semblent fondamentales à faire passer pour que ce soit une réussite, parce que en étant à l'intérieur, on se rend parfois mieux compte, et on peut comparer aussi ce qui s'est passé d'une Olympiade à une autre. Ce que tu as retenu d'indispensable et les choses peut-être au contraire à éviter dans ce que tu as pu vivre toi? J'ai eu la chance de vivre les Jeux sous différentes casquettes. D'abord comme athlète, mais j'ai rien vécu. J'ai vécu une compétition plutôt que les Jeux, puisque je suis resté 4 jours à Moscou, moi.
Donc il y a eu un boycott, mais bon, je vais faire une petite parenthèse, j'étais champion du monde en titre, donc ils n'avaient qu'à venir. Voilà. Cela dit, après j'ai vécu ça comme journaliste et à Canal notamment de 92 jusqu'à Pékin, et après on a eu l'honneur d'être conseiller du président de la République, donc j'ai vécu Londres puis Rio. Je retiendrai pour moi une chose fondamentale, c'est la manière dont une ville ou une agglomération va vivre les Jeux, mais dans sa dimension de la cérémonie, de la fête. Au-delà des athlètes, les athlètes, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que le modèle des Jeux, il n'est pas exponentiel, même en termes de coûts, sur la partie organisation des athlètes. Vous avez 206 pays, vous avez 10 500 athlètes, vous avez 15 000 avec les entraîneurs. Donc ça bouge pas. Vous avez un village olympique hyper sécurisé. Mais comment on vit la fête olympique? Comment les spectateurs qui viennent vivent ça? Donc, toute la dimension de nos responsables et de notre charge, c'est de faire en sorte que, aussi pour les athlètes, mais aussi pour les spectateurs, parce que Paris, c'est une ville formidable. Quand vous êtes à Bercy et que vous allez jusqu'à Roland-Garros, c'est hyper court. Vous avez cette scène au milieu avec ces musées, par exemple. Vous passez, vous avez le musée du Quai Branly, puis après vous avez le musée d'Orsay, puis après vous avez le musée du Louvre, vous avez le musée Pompidou, vous avez des théâtres, et cette séquée de scènes, tout ça, ça peut amener à une célébration extraordinaire dans la manière dont les gens vont vivre les Jeux. Et Paris peut se muer réellement en ville olympique, mais il peut y avoir des spectacles partout. Il peut y avoir, quand on connaît la fête de la musique le 21 juin, ça peut être la fête de la musique pendant 3 semaines, quoi. Et ça peut être aussi une fête sportive. Donc tout ça, c'est le challenge, c'est notre principal challenge. Et le principal danger, c'est ce qu'on a connu à Athènes, où par exemple, j'allais commenter le judo dans un stade qui était posé dans une pampa, il n'y avait rien. Il y avait un stade posé là. On y allait en autoroute. Et avec David Douillet, quand on revenait, on reprenait les départementales parce que l'autoroute n'était pas terminée dans l'autre sens. Et le stade, il a pourri sur place. Donc on connaît ce phénomène des éléphants blancs. Les éléphants blancs, ouais. Mais nous, on a la chance dans notre projet d'avoir 95% des sites qui existent déjà ou qui sont temporaires. Donc voilà, c'est un gros challenge que de aussi penser et surtout de réussir. C'est pas seulement de penser, c'est d'aller au bout de ce chemin pour faire une célébration magnifique grâce aux athlètes, mais aussi pour tous les publics. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé et que tu viens d'aborder qui me semble très importante quand même, c'est que dans l'esprit des gens, semble-t-il, les valeurs des Jeux Olympiques font l'unanimité. S'il y a une crainte à organiser les Jeux Olympiques un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est par rapport au coût et aux éléphants blancs que tu évoquais, quoi. Ça, c'est la première des choses contre laquelle vous êtes prémunis à Paris, parce que les installations qui vont rester sont des installations qui manquent cruellement aujourd'hui quand même. Si on prend l'exemple du centre aquatique... sur la région parisienne, c'est une évidence, quoi. Sébastien, peut-être par rapport à ce qui serait un échec finalement vu d'un ministère des Sports si ça ne passait pas la rampe des Jeux, en un mot ou deux. À quelles conditions Paris serait un échec? C'est le prendre à l'envers, mais parfois ça oblige justement à un autre raisonnement. Question un peu déroutante, parce qu'il me semble qu'on a justement essayé de mettre en place toutes les garanties possibles qui fassent que ce projet soit un succès. Sur le plan budgétaire, y aura-t-il des dérapages? Bon, on a la chance, comme vous l'avez dit, tous, qu'on a déjà beaucoup d'infrastructures existantes et que les deux qui vont être construites ex nihilo, qui vont rester, donc qui vont être des équipements pérennes, soit un centre aquatique qui, comme vous le dites, manque en Île-de-France, et une grande salle de jauge intermédiaire qui sera l'Arena 2 sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris, porte de la Chapelle, qui sera de l'ordre de 7-8 000 places, donc intermédiaire entre Coubertin qui fait 4 000 et Bercy qui fait 12 ou 15 000, je crois. Voilà, donc ça, on n'a pas d'inquiétude. Et des villages qui seront pérennes, on l'a dit. Voilà, et le village olympique et le village des médias qui effectivement seront ensuite reconvertis en logements et qui vont bénéficier directement aux populations. Donc un budget maîtrisé, c'est une première chose. Est-ce que les délais maintenant de construction seront maîtrisés? Bon, on est en France, pays où le droit est parfois un peu complexe. Et alors justement, ça a été le rôle de l'État de faire voter très vite, dans les 6 mois qui ont suivi la désignation officielle de Paris comme organisatrice des JO de 2024, une loi olympique promulguée le 26 mars 2018 qui vise
justement, outre la mise en conformité du droit français avec le contrat de ville hôte qui a été signé par la maire de Paris et le président du Comité international olympique, du Comité national olympique, pardon, qui a eu pour objet de permettre à chaque fois que c'était possible d'accélérer les procédures d'aménagement et d'urbanisme, en organisant une consultation électronique du public, par exemple, en mettant en place un outil juridique pour des expropriations pour extrême urgence, même si on espère ne pas avoir à les utiliser, ce genre de dispositions, en supprimant, ça on l'a fait par un décret aussi récent, un échelon juridictionnel en cas de procédure contentieuse. Il n'y aura plus que le niveau de cassation, il n'y aura pas le niveau d'appel. Donc vous voyez, on a essayé de mettre en place tous les outils pour nous prémunir contre un échec. Espérons que nous allons réussir. Thierry, peut-être tu voulais intervenir. Non, je voulais rajouter deux choses. Enfin, pour nous, Paris 2024, les Jeux seront réussis avant l'organisation des Jeux si on arrive à faire adhérer les Français à l'idée du sport dans notre société. Comment? J'évoquais les programmes. On va développer plusieurs programmes, je disais, à travers un label qui s'appelle Terre de Jeux et qui va être offert au territoire pour qu'ils puissent s'investir d'une manière ou d'une autre à l'aventure olympique et paralympique. Et puis, on lancera un autre programme dont on n'a pas encore le nom, mais qui est tiré de l'expérience de Londres. Ça s'appelait Inspire By, où là, ce sera plutôt des appels à projets. Qu'est-ce qui se fait de vertueux, ou qu'est-ce qui se fait d'intéressant ou de génial sur les territoires, et qu'on peut labelliser, et sur lesquels qu'on peut accompagner, sur lesquels on peut mettre un éclairage avec un logo, avec des kits, avec des moyens supplémentaires. Et puis après, c'est la manière dont on intéressera chaque Français ou chaque Française à aller justement participer au jeu, en devenant supporter ou en devenant acteur d'une manière ou d'une autre. Donc il y a ces trois grands champs sur lesquels on est en train de travailler, qui seront délivrés à partir de juin prochain. Ça, c'est vraiment très important pour nous en tant qu'organisateurs. Et puis après, il me semble-t-il, il y a quelque chose qui sera important pour nous tous Français, et en étant un petit peu chauvin, c'est la réussite des équipes de France. Oui. Voilà, aujourd'hui, on a eu 40 médailles au dernier jeu. Il va y avoir un regard assez accru à Tokyo, et les journalistes spécialisés ne manqueront pas de dire « Oh là là, dans 4 ans », en fonction du nombre de médailles qu'on aura. Ça, c'est sûr. Parce qu'évidemment, nos athlètes qui vont faire les Jeux de Paris en 2024, ils sont déjà dans les filières. Ils ont 17, 18, 20 ans ou 17 ans. Donc ils sont dans nos fédérations, ils sont dans les filières. Donc c'est comment la responsabilité de l'État et de nous tous, c'est comment on accompagne le potentiel, comment on fait développer le potentiel de ces jeunes garçons et filles, pour que la fête elle soit totale et qu'on ait des médailles et que le drapeau et que voilà. Et c'est eux qui feront boule de neige en plus, parce qu'on sait très bien que les jeunes générations qui les regarderont, ces jeunes qui ont alors 23, 24 ans, seront les potentiels futurs grands sportifs. Absolument, c'est très important. Et après, ces jeunes, ils retourneront dans leur club d'origine, qui ne sont pas que à Paris, qui sont dans les territoires. Donc voilà, tout ça est important. Le haut niveau et la réussite des équipes de France aux Jeux, à Paris, c'est quand même un élément sur lequel le ministère, via M. Onesta, est déjà s'attelle déjà à la tâche. Bien. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Bonjour, Béatrice S. J'ai participé aux 2 autres premières candidatures, 2008-2012, qui était un vrai sport aussi. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait partie du CIO. Actuellement, je suis présidente de la commission sport au Grand Est, donc intéressée sur les politiques territoriales dont vous parlez, et le rayonnement des Jeux olympiques et paralympiques qui vont avoir lieu, notamment sur les parties rurales qui sont entre Reims, Troyes, voilà. Nous sommes en train de travailler là-dessus, et nous avons effectivement parti sur des packages, comme vous disiez, culture, sport, pour intéresser les supporters également, qui ne vont pas tous être sur Paris logés, et qui sont des fois à 45 minutes de train, toujours en pensant écologie, de Paris. Et donc l'engouement, c'est vrai, c'est effectivement notre but, on est parti sur le sport pour tous.
dans notre projet sur l'engouement des jeux. Donc tout ce que vous nous dites et ce qu'on sait qu'on est déjà par les médias et par ce qu'on a fait nous intéresse énormément. Mais nous sommes aussi une région avec 4 frontières. Hein, c'est pas rien, ce qui fait que ça nous permet de développer cet engouement avec nos partenaires belges, luxembourgeois, allemands et suisses. C'est pas rien. Et donc, moi, je voulais, j'étais très intéressée. C'est parce que vous dites, et puis de mettre en place chez nous également un petit peu une part de l'adhésion, on va dire, de cet engouement des jeux. En tant qu'ancienne sportive, je sais combien c'est intéressant. Et ma deuxième question, donc ça c'est déjà comment vous le voyez, et puis sur les autres territoires. Et ma question, c'est aussi sur l'accessibilité des transports dans Paris. C'est vrai que dans les 2 premières candidatures, c'était aussi un grand espoir, parce que les candidatures, lorsqu'on les a, on les obtient, permet d'améliorer les transports, comme vous dites, mais surtout dans les villes comme Paris, c'est quelque chose de très intéressant. Et qu'est-ce qui va nous aider, nous permettre d'évoluer? Merci. Alors, Thierry, sur les retombées pour le reste du territoire qui n'organisera pas d'épreuves, c'est-à-dire hors Marseille, Paris, et voilà, comment ça peut se traduire? Alors d'abord, le Grand Est, on connaît par cœur, parce qu'il y a Jean-Paul Omeyer. On a eu la chance de rencontrer déjà beaucoup de présidents de région avec le DIJOP, avec M. Jean Castex. On a une démarche associée pour rencontrer les présidents de région et voir effectivement comment, à travers les labels que je vous décrivais tout à l'heure, mais aussi les sites de compétition décentralisés, parce qu'il y aura Nice, il y aura Marseille, il y aura Toulouse, il y aura Nantes, il y aura Bordeaux, il y aura Lille, il y aura Lyon, il y aura Saint-Étienne. Donc voilà. Après, il y aura la voile à Marseille, le surf je ne sais pas où. C'est aussi des moyens, 1 an après la Coupe du Monde de rugby, qui sera aussi un grand événement en France, dont il faudra profiter de nous, Paris 2024, de l'élan de la Coupe du Monde de rugby, pour motiver les territoires. Mais il y a aussi les centres de préparation des Jeux. Oui, c'est ça. Oui. Tout le monde ne va pas préparer les Jeux à Paris. Hein. Alors voilà, on a un territoire, je le disais tout à l'heure, qui a la chance d'être maillé, que ce soit par un réseau autoroutier ou ferroviaire, où on n'est finalement pas très loin de Paris, où les équipes étrangères pourront venir s'entraîner, et c'était déjà le cas à Londres, notamment dans les Hauts-de-France, où il y avait plein d'équipes qui étaient venues s'entraîner dans les Hauts-de-France, qui ne s'appelaient pas à l'époque les Hauts-de-France, pour préparer les Jeux de Londres. Donc il y a beaucoup de centres, notamment, et en tête de pro évidemment les CREPS, qui dépendent des régions, avec des personnels qui dépendent de l'État, qui vont pouvoir se préparer à accueillir des équipes du monde entier qui viendront. Et puis il y a déjà des fédérations qui accueillent partout sur le territoire des équipes. Donc ça, c'est une manière pour les territoires de profiter des Jeux. Et puis il y a les grands programmes dont on parlait tout à l'heure, le programme des volontaires. On ne va pas voir les 70 000 volontaires qui viennent de Paris ni de l'Île-de-France. Le parcours de la flamme, ce sera aussi un moment festif très important. Le parcours de la flamme qui émaillera tout le territoire, c'est aussi, on estime à 15 millions de personnes, c'est-à-dire plus de personnes au bord des routes que lors du Tour de France. Donc c'est vraiment une manière au monde associatif de s'investir pour faire en sorte que les jeunes, les anciens, les associations participent à cette fête du passage de la flamme partout sur le territoire. Et puis il y aura bien d'autres mesures, mais on est déjà, notamment avec M. Omeyer, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Occitanie, mais aussi dans les Hauts-de-France, et on va nous engager aussi une tournée en région pour rencontrer les responsables, et on profitera peut-être à ce moment-là de la naissance de l'agence et des parlements du sport pour pouvoir travailler avec eux à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut générer ensemble au profit du sport via l'idée Paris 2024. Et juste, Julien, sur les transports dans le Grand Paris en 2024, ce sera prêt. Ceux qui y habitent savent qu'il y a des chantiers un peu partout dans la petite ceinture concernant des nouvelles gares et tout sera prêt. Il n'y aura pas besoin d'utiliser sa voiture dans Paris qui sera de toute façon pas possible à traverser. Loin de moi
idée de vouloir repasser la patate chaude, mais la ville n'est pas l'autorité compétente en matière de transport, et surtout à l'échelle métropolitaine, puisque la région a cette compétence et l'État intervient évidemment fortement sur ces sujets. Ce que je crois comprendre sur le Grand Paris Express, c'est qu'un certain nombre de tronçons seront livrés, que d'autres font l'objet d'un rephasage pour une livraison postérieure, mais qui est également indépendante de la question des jeux. Il y avait déjà des lignes... Oui, et les jeux n'ont été qu'un accélérateur en réalité. Voilà, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'argument des jeux qui fait que tout le monde veut accélérer les calendriers pour être prêt pour les jeux. Mais je ne sais pas si Sébastien ou Thierry. Non, moi je voulais juste rajouter que c'était intéressant ce que tu soulevais, ça me fait penser de rappeler quand même que même si notre budget d'organisation, il faut le dire, est à 97% un budget privé, puisqu'il émane du CIO pour un tiers, il émane de la billetterie pour un second tiers, il émane de partenaires privés pour un troisième tiers, il y a 3% qui viennent de l'État. Paris 2024, c'est une association qui a des fondateurs qui sont l'État, qui assure la garantie de bonne fin, qui sont la région, avec ses responsabilités sur le territoire, de développement de territoire, qui sont la ville de Paris, qui sont le mouvement sportif, olympique et paralympique, qui sont les entreprises. Donc nous, on agrège tous ces mondes en essayant de contenter les uns, d'écouter les autres, de façonner un projet qui puisse... quand vous êtes l'État et la ville de Paris, ou la ville de Marseille, qui est aussi un site organisateur, parfois ça peut frotter un peu parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. On sait qu'il y a des élections municipales qui vont arriver. On sait, voilà. Donc c'est pour vous expliquer qu'on est dans un système mouvant où on a besoin de l'adhésion de tout le monde, et on a montré que pour la candidature ça marchait. Tout le monde a réussi à se mettre ensemble pour gagner. Donc il faut qu'on continue jusqu'au bout. Pour délivrer tous ensemble. D'autres questions ? Allez-y, madame. Evelyne Siriégi, je suis présidente du comité olympique régional d'Île-de-France. Merci déjà d'avoir organisé ce forum national. Je crois qu'il tombe à point nommé, justement où on fait la transition entre la mise en place du COJO et l'opérationnel. Je crois qu'on est vraiment à 5 ans des Jeux, et je crois que c'est le moment où chacun doit se sentir concerné et ambassadeur et porteur de la réussite de ces Jeux. Moi, je considère en tant que territoire, effectivement, que les Jeux vont être réussis. Les pépites, elles sont déjà trouvées, elles sont en pleine action, on va les réussir. Je crois que nous, notre enjeu, c'est de réussir qu'effectivement une nation de sportifs devienne une nation sportive. Ça a été demandé effectivement par le président national Massiglia, mais je crois que nous sommes là pour justement faire vivre le sport au quotidien sur l'ensemble de tous les publics. Alors ce matin, il y a eu une partie sur l'éducation. Je crois beaucoup à Génération 2024, mais pas que. Je crois que dans tous les lycées, dans tous les collèges, les gens sont prêts à vivre les Jeux à leur manière, par rapport à leur propre personnalité et par rapport à leurs propres objectifs. Et c'est ça l'enjeu, c'est que chacun se sente concerné par rapport à lui-même. C'est-à-dire que si lui fait un pas vers le sport, eh bien, il aura gagné, et on aura tout gagné parce que le public entier sera concerné par les Jeux, même s'ils ne vont pas voir les Jeux, même s'ils ne sont pas eux-mêmes champions olympiques. Et puis je crois effectivement qu'il faut introduire l'ensemble de la population, y compris les seniors, qui sont effectivement eux aussi dans la boucle et qui attendent depuis un bon moment d'avoir ces Jeux. Je crois qu'on les a tous voulus. Le COJO, moi je le félicite parce qu'il a mis en place pendant toute l'année 2018 toute sa structuration. Maintenant, il ouvre les portes au mouvement sportif que je représente évidemment en Île-de-France. Mais je crois que c'est le bon moment. On est tous dans les starting blocks. Et je crois qu'il faut vraiment compter sur l'ensemble des personnes ici présentes qui sont tous des ambassadeurs, mais pas que. Je crois que les territoires sont prêts, avec tous les bénévoles, les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres. Je crois que tout le monde est prêt pour donner sa pierre à l'édifice, et les Jeux seront réussis si effectivement les actions sont remontées au COJO. Moi, j'invite vraiment à tous ceux qui vont faire même des petites actions dans les territoires, dans les lycées ou dans les clubs, il faut que ça remonte au COJO, parce que le COJO est friand d'avoir des opérations concrètes pour pouvoir montrer à l'ensemble du CIO que la France est là pour accueillir les Jeux, avec l'ensemble des centres de préparation qui vont être mis en place, mais aussi toutes les opérations qui vont être menées pendant les 5 ans à venir. Et je crois que c'est là l'enjeu de notre réussite des Jeux, qui va évidemment y avoir lieu dans 5 ans. Mais c'est maintenant qu'on doit montrer notre envie, notre élan. On a voulu les Jeux, on les a eus, et il faut montrer qu'on est tout de suite en opération, oui, et que les actions vont être menées
avec l'ensemble du mouvement sportif, évidemment les acteurs des territoires, comme on peut l'avoir cité tout à l'heure. Merci à Thierry d'avoir rappelé l'ensemble des fondateurs qui, effectivement, sont les premiers investigateurs et surtout ceux qui nous engagent à tous les jours montrer le chemin, que le sport, c'est à partager avec tous et toutes, et je crois que c'est la clé de la réussite et surtout la clé du partage entre les peuples de France. Très bien. Moi, je retiens la belle image, transformer une nation de sportifs en une nation sportive. Je crois effectivement qu'on est en plein dans le thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Plus que des remarques, une question, allez-y. Parlez fort, s'il vous plaît. Bonjour, Magaï Tori, Institut du sport et de l'alimentation végétale. Alors d'abord, je vous félicite pour cette très belle organisation et dans le cadre de cette journée de la paix et du sport, effectivement, ça tombait à pic. Alors nous, à travers notre institut, nous sommes intéressés, comme son nom l'indique, par tout ce qui concerne l'alimentation végétale liée au sport. On sait en France notamment qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce type d'alimentation. Il y aurait plus de 33 millions de flexitariens et de plus en plus d'athlètes de très haut niveau qui se tournent vers une alimentation végétale, que ce soit végétarien, végétalien et autres, avec les performances que l'on sait. Donc je voulais savoir si au niveau du COJO, dans l'organisation de ces Jeux en général, ce type d'alimentation était pris en compte, que ce soit pour les athlètes de haut niveau, ceux qui arrivent de l'extérieur, notamment, enfin, il y a des pays qui sont fortement végétalisés, on va dire, dans leur alimentation, et c'est une façon, quelque part, de promouvoir la paix. C'est un petit peu l'idée. Alors, au COJO directement, non. Parce que d'abord, on n'a pas les athlètes de haut niveau en charge. C'est l'État, c'est la direction des sports, c'est les fédérations qui gèrent aujourd'hui leurs équipes de France, qui, au moment des Jeux, est réunissent sous la bannière de l'équipe de France olympique. En revanche, ce que vous faites, moi je ne connais pas, et pardon, hein, mais nous on ouvre à tout. On a des gens, on a des directions, notamment la direction héritage, où il y a un volet qui s'occupe de développement durable. Donc nous on est prêt à écouter, à rencontrer, à voir qu'est-ce qui peut se faire. Parce qu'au-delà des athlètes, au jeu il y a 20 000 journalistes par exemple. Donc il y a 13 millions de billets à vendre, on aura des gens à nourrir. Qu'est-ce qui peut être fait de manière vertueuse ? On peut étudier beaucoup de pistes. Donc on n'est fermé à rien, on n'affirme rien, mais à 5 ans et demi de jeu, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut se faire d'une manière ou d'une autre. Tant que vous aurez des protéines pour les athlètes, tout va bien. Voilà. Non, mais l'idée d'être inclusif, de toute façon, c'est-à-dire oui, absolument. De la même façon que certains, pour des régions religieuses, peuvent avoir des interdits alimentaires, il y a la possibilité pour tous de se nourrir comme on veut dans les villages olympiques aujourd'hui, franchement. Et je pense qu'en France, il faut vraiment qu'on ouvre. Ceux qui ont vécu les Jeux Olympiques dans cette salle le savent, quand on travaille aux Jeux Olympiques, on ne mange pas très bien, parce qu'on arrive tôt le matin dans les stades, on en sort tard. Et il y a des pauvres kiosques souvent qui sont fournis avec le prestataire de service sponsor. Nous, en France, on est le pays de la bouffe et de la gastronomie. Et je dis vraiment des deux termes, mais la bouffe, c'est pas péjoratif. Il faut vraiment qu'on accueille le monde entier en leur faisant un maximum de choses dans notre diversité. Ça sera très important. Voilà l'objet d'un futur débat. Allez-y, monsieur. Parlez fort. Non, j'ai un micro, ça va. Michel Sampère, donc président du PUT et président du comité d'éthique de la Fédération française d'athlétisme. Je reviens sur l'héritage et sur comment vous allez pouvoir mesurer le succès des Jeux Olympiques par l'héritage qu'il aura laissé. Or, un héritage, c'est une récolte, et là, on est en train de semer. Et les semences, il faut savoir les choisir, et savoir choisir son terrain, etc. Et je voudrais revenir sur un domaine qu'à mon avis, on n'a pas suffisamment traité, ni ce matin, ni maintenant, parce que je pense qu'il est primordial pour la réussite, c'est les clubs. Les clubs, si on veut vraiment mesurer le bon développement, je dirais, du sport par les Jeux Olympiques, il faut augmenter sa pratique. Or, la pratique, c'est surtout dans les clubs qu'on l'a fait. Donc, ma question est, comment vous allez accompagner les clubs pour qu'effectivement, cette pratique soit développée ?
Je rappelle quand même que dans les clubs, c'est vraiment, je dirais pour les jeunes, la première ouverture dans la vie, hein, où il va se confronter à une société qu'il ne connaît pas, avec des adversaires, des partenaires, avec des objectifs, etc. On a parlé d'éducation ce matin. Pour moi, je dirais que c'est dans le club qu'il y a la meilleure éducation. Je conçois aussi quand même que le sport peut être individuel, pour la santé, pour l'équilibre de chacun, mais au niveau éducatif, c'est vraiment dans des clubs. Ça, c'est ma première question. La deuxième, ça c'est le développement de la pratique. La deuxième, c'est la reconnaissance du sport. Si on fait reconnaître le sport comme une valeur, comme un rôle primordial pour la société, eh bien, ça sera plus facile derrière pour avoir des pratiquants. Or, faire reconnaître le sport aujourd'hui, il faut parler de ses valeurs. Et l'olympisme est là pour justement nous mettre à disposition des valeurs d'olympisme. Et ces valeurs, faut en parler surtout aux jeunes. Quand ils s'éduquent, leur montrer ce que c'est que le respect, la loyauté, le courage, l'esprit d'équipe, etc. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire de ce côté-là, hein, au niveau des valeurs. Et je reviens sur ma première, au niveau de la pratique. Oui, alors, deux types de questions. Bon, sur l'image et les valeurs du sport, vous êtes dedans un peu à plein temps, non Alors, normalement. Sur les clubs, c'est... Alors, sur les clubs, Paris 2024, je l'ai dit, a de multiples partenaires. Et quand vous parlez des clubs, les clubs, ça fait partie d'une fédération. Les fédérations, elles font partie du comité olympique. Nous, on est un moyen. On n'est pas une finalité. On n'est pas ordonnateur. On ne donne pas de leçons au club. Je pense que les jeux et la manière dont on va développer le sport, et si on en parle aujourd'hui des valeurs 5 ans et demi avant, c'est-à-dire qu'on est tous à l'affût de comment on peut faire progresser le sport. Mais ce sera la responsabilité de chacun. Quand on fera un appel à projet, c'est aussi au club d'y aller. Ce n'est pas à nous de dire au club comment faire. C'est au club de se mouiller. C'est au club de dire, moi, dans ma région, dans ma ville, avec ma municipalité, j'ai envie de participer au 23 juin à la journée olympique. Ce n'est pas nous qui allons imposer au club de participer à la journée olympique. C'est aux bénévoles, c'est aux dirigeants d'affirmer aujourd'hui, et je pense que je fais le pendant avec la culture qui a une place très présente dans notre pays, parce que les responsables de la culture, à quelque niveau que ce soit, ils y vont, quoi. Et nous, on attend peut-être trop souvent. Et on a la chance d'avoir les Jeux, ça fait 100 ans qu'on les attend, les Jeux d'été, et ça sera, pardon, c'est un discours un peu militant, mais c'est aussi pour ça que je suis au COJO, que j'ai voulu aller au COJO, et que j'étais président de club, et c'est à nous de nous bouger tous à notre niveau, quoi. Et on ne peut pas attendre que Paris 2024 soit la solution. Non, au contraire, Paris 2024, c'est une chance pour que la voix des clubs, elle soit plus entendue. Aujourd'hui, un club, il peut parler à son maire quand on donnera les moyens via les labels. Il pourra dire, moi, je suis labellisé, monsieur le maire. Ou il pourra dire à ça... Parce que le sport, il est dans les régions. L'État, il s'occupe de sport de très haut niveau. Et il s'occupe de la norme, et il s'occupe de gérer le sport, mais le sport de terrain, il est dans les clubs, il est dans les départements, il est dans les villes, c'est le sport des territoires. Donc c'est pas Paris 2024 du 96 boulevard Haussmann qui va dire comment il faut faire. Hein. Thierry, donc c'est à nous de nous mouiller tous. Il y a d'ailleurs des étages intermédiaires, les fédérations par exemple, qui souvent sur des événements nous, on peut aider, monosportifs... on peut animer, on peut ouvrir des voies, on peut apporter, mais on n'est pas à la place d'une fédé et de ses clubs. Alors Michel, je vais répondre au nom du CNESF parce que Denis Masseglia va peut-être venir clôturer. Je crois que son dada aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut mettre les clubs au centre du système, faire en sorte que les clubs, par qui passent l'ensemble des jeunes sportifs, qui deviennent un jour licenciés, eh bien, puissent effectivement jouer un jeu important. Thierry a bien répondu. En fait, la balle est dans le camp du mouvement sportif avec ses fédérations et avec ses clubs. L'objectif du CNESF, c'est de mettre en avant les clubs qui soient vraiment acteurs de leur évolution et faire en sorte que
Nous, on ne souhaite pas parler des plus de 3 millions de pratiquants, comme certains ont dit, mais c'est plus de 3 millions de licenciés. Et on licencie les jeunes dans les clubs. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de pratiquants, à une période où on voit de plus en plus de jeunes qui vont vers des pratiques diverses hors structure fédérale. Notre objectif, et tu le sais, même au niveau de l'athlétisme, il y a 1 million de licenciés, mais il y a 10 millions de personnes qui courent dans la rue. Comment fait-on pour garder et amener ces jeunes dans les clubs où là, il y a vraiment du lien social, c'est là qu'on apprend à vivre, c'est dans les clubs. Certes aussi avec des groupes d'amis, mais dans les clubs, c'est beaucoup plus riche. Donc il y a un héritage sociétal qu'on voudrait voir apparaître au travers de Paris 2024, qui est un accélérateur, faire en sorte que tous les clubs soient intégrés dans la démarche. Et donc la nouvelle agence du sport dont on a parlé tout à l'heure rapidement, va faire en sorte que les fédérations vont développer leur plan de développement fédéral qui vont descendre jusqu'au club. Et c'est les fédérations qui, en fonction de leur plan, vont pouvoir justement identifier les clubs qui sont partie prenante du dossier et financer les clubs qui auront des projets dignes de ce nom. Voilà, donc là vraiment, je ne sais pas si Denis arrivera à la fin, mais c'est vraiment le leitmotiv du CNOSF aujourd'hui, c'est le club, c'est là vraiment qu'on fera la France de demain et qu'on construira une France meilleure et puis d'un lien social, sociétal dont on a fortement besoin aujourd'hui. Oui, oui. Juste pour compléter. Dernière question, puis après. Non, mais juste un mot. Juste pour à l'échelle d'une grande ville. Je pense que la question de l'accompagnement des clubs est quand même aussi, autant j'ai botté en touche sur la question des transports, autant sur la question des clubs sportifs. Je pense que les collectivités territoriales et les villes ont un rôle important à jouer. Et la stratégie de la ville sur le sujet, je ne veux pas défricher le programme d'héritage qu'on annoncera en juin, mais on a 3 leviers d'action. Nous, ce qu'on va faire, c'est traquer les mètres carrés sportifs. On le sait, à Paris, c'est compliqué. C'est une ville dense qui est construite. C'est difficile de créer de nouveaux espaces sportifs, mais on va essayer de le faire. Un programme d'investissement spécifique sur la prochaine mandature. On va optimiser le patrimoine en couvrant les terrains qu'on peut couvrir, car quand on sait qu'on couvre, on crée de la pratique, on génère de la pratique supplémentaire. Créer des conditions pour avoir des partenariats avec les écoles, où on sait par exemple qu'il y a des équipements sportifs dormants dans les écoles. Comment on peut ouvrir ces équipements sportifs au club? Chez les bailleurs sociaux, il y a des espaces inoccupés chez les bailleurs sociaux qui pourraient servir de salles sportives. Travailler avec eux pour créer des mètres carrés supplémentaires. Le deuxième levier, il est l'accompagnement direct des clubs. Comment permettre, leur donner plus d'autonomie, leur faciliter la vie. On travaille avec le CDOS, l'émanation du CNO départemental, sur un plan de formation des bénévoles, des salariés, des éducateurs. On met aussi en place un plan de développement du recours au service civique dans les clubs. On met aussi, ce qui peut paraître anecdotique, mais un plan de clubhouse dans les clubs. Moi j'ai découvert, je suis provincial, j'ai découvert à Paris les centres sportifs et les gymnases sans clubhouse. C'est un sujet de convivialité, c'est un sujet de vivre ensemble, c'est un sujet de mettre les éducateurs, les parents, et qui génère de la vie sociale dans les structures de clubs. Je sais que les clubs y sont très attachés. Et le troisième levier, c'est comment aller chercher les personnes qui sont éloignées de la pratique sportive. Et là encore, les clubs seront fondamentaux. Et nous, notre parti pris, c'est pas d'inventer des nouvelles choses, c'est plutôt d'identifier les initiatives qui fonctionnent dans les clubs et essayer de les dupliquer à grande échelle. Et là, on aura besoin du COJO, et notamment dans les appels à projets qui seront lancés. Nous, on pourra identifier ce qui fonctionne, on les mettra au pot commun du COJO, et peut-être que les appels à projets seront construits sur différentes thématiques, sur ce type d'initiative. On est obligé d'en rester là parce qu'on a dépassé l'horaire. Non, malheureusement. Très courte, parce qu'on parle d'inclusion et de vivre ensemble. Dernière. Et moi, j'ai participé avec des délégations scolaires à Londres, aux Jeux paralympiques de Londres et aux Jeux paralympiques de Rio. Voilà. Et j'étais hier aux Journées nationales handisport. Et juste la question, je me dis à chaque fois, on prend des éléments langagiers pour parler des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, et on fait aussi très attention dans un élément politique. Pourquoi on n'appellerait pas le COJO le COJOP? Parce qu'à chaque fois, oui, mais c'est juste peut-être. Le COJOP, LEP, c'est pour Paris, c'est pas pour Paralympique. Oui, mais à chaque fois, il y a eu JO, et à chaque fois, on dit Jeux olympiques et Jeux paralympiques. C'est quelque chose, on dit, on veut innover, justement, et on veut qu'il y ait des innovations qui soient faites. Je me posais cette question-là dans un discours politique. Ok. Bon, je ne sais pas si on peut répondre parce que... Non, mais je pense que le CIO et le CPI sont deux entités
séparés. Aujourd'hui, quand le CIO organise le vote pour les villes, les Paralympiques ont une voix. Il y a, 100 votants du CIO. Donc il y a un long travail à faire. Je vais rentrer au bureau, là, je vais en parler tout à l'heure. Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Mais sachez qu'on a quand même à l'esprit, de manière première, cette problématique paralympique. Vous le voyez, vous le savez, et au-delà du nom, on fera tout ce qu'il faut pour qu'on organise des très beaux Jeux paralympiques à Paris. Une dernière question, Bérangère, c'est une femme, c'est pour ça que je te donne la parole. Un point de complément en 10 secondes. Dans la loi olympique, on parle du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous, on parle toujours des JOP, Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, toujours, systématiquement. C'est interdit de dire autrement. Bérangère. Alors, une dernière petite question, parce qu'on est quand même au 1er avenue Pierre de Coubertin, qu'on a quand même une histoire à raconter en France. Je crois que le COJO, il est là aussi, non seulement pour 2024, mais pour fédérer, pour se dire que l'esprit olympique, il était aussi des Jeux olympiques d'essence française. Et ce qui ne serait pas intéressant, peut-être, de réfléchir au-delà du sport à l'aspect culturel que vous avez souligné, et de se dire, pourquoi pas à l'horizon 2024, créer un musée olympique Pierre de Coubertin, puisqu'on sait tous qu'il y a le musée olympique de Lausanne, et que là, il y aurait une vraie légitimité, toute simple. Je me dis que ça pourrait aller au-delà, et ça pourrait vraiment apporter à la France, en fait, tout cet espace sportif, olympique, et cette grandeur qu'on a la chance d'avoir ici. Moi, je répondrai juste au nom de Paris 2024. Nous avons une direction de la culture, des affaires culturelles, qui s'occupera de développer toute la dimension de l'Olympiade culturelle et comment effectivement valoriser notre passé et notamment Pierre de Coubertin à travers, et les sites, les jeux passés et les jeux aussi, les éditions d'hiver qui font partie de notre patrimoine olympique, Chamonix, Grenoble et Albertville. Quant au musée, je vous souhaite bonne chance, parce que si c'est retrouvé à Nice, c'est que ça a été compliqué. Moi, j'ai dû le gérer en 2012. Je peux vous dire que si on avait pu avoir un musée, voilà. Il y a une problématique à développer. Ça fera peut-être partie du grand intérêt qu'on aura dans l'héritage post-organisation des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on fait si on est vertueux, notamment en termes de finances? Si on arrive à faire en sorte que l'organisation des Jeux sur le COJO soit bénéficiaire, et c'est notre volonté, qu'est-ce qu'on fera de cette manne pour faire en sorte que ça profite au sport français dans plusieurs thèmes? Allez, un petit mot sur le musée du sport. Oui, alors il existe déjà un musée national du sport sous la tutelle du ministère des Sports qui est installé à Nice. C'est le 2e musée au monde au nombre d'objets, 100 000 objets, juste derrière le musée olympique de Lausanne. Bon, alors certes, il ne s'appelle pas Pierre de Coubertin, mais on a quand même cette culture. De toute façon, Pierre de Coubertin, sportive. Je ne voudrais pas doucher les enthousiastes, mais c'est aussi un nom qui divise, hein, et notamment pour les filles, en termes de pratique du sport. Non, pas de ça ici, pas de ça ici. Non, justement, plus de ça ici. Donc bref, il existe ce musée national du sport qui va bien sûr mettre à l'honneur les Jeux olympiques dans les 5 ans qui viennent. Merci à tous.